Mais bon, WeQ. Bonjour grand sang, j'espère que tu vas bien et Oui, que ça le va dimanche. super et toi? Bah on est là tranquille, on est là tranquille. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que Bah, tu... déjà moi je tiens sincèrement à remercier Trump parce que pendant très longtemps, très longtemps, nous on a essayé de faire comprendre aux gens que le droit international n'existait pas, c'est-à-dire juste la force compte, ton Mhm, armée, ta capacité à te défendre, tes armes de dissuasion, c'est ce qui fait que ton pays est protégé. Sinon, si mhm, Trump il est si fort que ça, bah Kim Jong-un est là, mhm, qu'il aille l'enlever. Qu'il aille mhm, enlever Kim Jong-un, on va voir ce qui se passe. Mais il mhm, ne le fera pas parce que lui, il a l'arme de dissuasion. mhm, Il a le nucléaire. Il sait se mhm, défendre. mhm, C'est-à-dire, c'est une jungle. Et aujourd'hui, on doit dire hier, Trump, en posant cet acte-là, il a dit clairement, c'est-à-dire à tout le monde, c'est-à-dire en enlevant un président élu, votre mhm, démocratie ne vous protège pas. Ça ne vous mhm, protège de rien du tout. Donc ceux mhm, qui sont là à piailler H24, oui, il faut un président élu, il faut la démocratie, nanani, nanana. Trump, ou dois-je dire le pays le plus puissant du monde, d'après les Américains mhm, eux-mêmes, vient de vous dire que la démocratie ne sert à rien. Si tu as une armée puissante, bah, tu es libre d'aller enlever un président qui n'a pas d'armée puissante. Aussi simple que ça. mhm, C'est-à-dire simple mhm. comme bonjour. Pendant très longtemps, nous, on a dit ici, on a été traité de panafricains, de rêveurs, vous ne comprenez pas le monde, nanani, nanana, par des gens qui étaient adeptes des courbettes et qui Mhm, adoraient ça. mhm, Voilà, et maintenant la preuve est que qu'importe à quel point tu te courbes, tu te cambres même, si tu veux, roule-toi par terre, bah si tu n'es pas fort, si tu n'es pas fort militairement parlant, si tu n'es pas puissant, pour rappeler les mots de Macron, si tu n'es pas puissant, bah tu ne pourras absolument rien faire, quoi. Tu seras juste mangé par les autres, aussi simple que ça. Donc, D'accord. merci à Trump, le message il est passé de manière violente, parce que j'ai bien aimé les réactions hier. Non, non, le droit international, non, c'est pas vrai, non, le monde c'est une jungle, c'est une jungle. J'ai dit, c'est bien, merci de les avoir réveillés. Violemment, mais voilà. Parce que nous, nos paroles là, elles étaient douces. Et l'Africain ne comprend que quand c'est pragmatique, c'est fait devant lui. Bah, ça a été fait devant vous. C'est-à-dire, aucun de vos présidents n'est à l'abri. Tu n'as pas d'armée, ton président n'est pas à l'abri, on va venir, on va l'enlever. Et je ne veux pas vous faire peur, mais le prochain objectif là, tout indique que c'est le golfe de Guinée. Donc, parce que j'ai comme l'impression que les Américains ils sont en train d'occuper toutes les zones pétrolières de la Terre. C'est-à-dire là où il y a des zones pétrolières, ils ont envie d'aller là-bas parce que les gens sont en train de se dédollariser. Donc, on sait que il y a le Sahel, c'est une grande zone pétrolière. Tu connais la zone au CRS. Ensuite, il y a le golfe de Guinée, une zone pétrolière aussi. Oui. Le Moyen-Orient, zone pétrolière. Le Venezuela, n'en parlons pas, c'est-à-dire c'est 20% du pétrole mondial. Il Mhm. représente 20% du pétrole mondial et tout. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train d'occuper tout ça parce que les gens sont en train de se dédollariser. Bon, Et il faut se calmer en ce qui concerne le Venezuela. Moi, je reste prudent. Dire qu'ils se sont installés, ils ont pris les réserves. non, non, Je reste prudent. oui, non, je veux dire, ils C'est essaient clair qu'ils ont d'occuper. ces objectifs, ils ont ces objectifs-là, Voilà, ils ont des mais je objectifs. reste prudent. Voilà, ils ont des objectifs et tout. C'est vrai, il y a la nouvelle présidente même qui a prêté serment et qui a dit ils vont se battre. Ils ont mis l'armée sur pied et tout. Ils ont dit qu'ils allaient se battre jusqu'au bout, qu'ils vont pas laisser leurs ressources aux Américains. Bon, Trump, d'un autre côté, lui, il est en train de dire qu'ils vont tout le là. Ok, Donc ça là, marche. on va rire, quoi. C'est-à-dire, ça va être très, très drôle. Mais quand même, l'acte posé, Ouais. c'est-à-dire, ça va forcer les frères à se réveiller. Ceux qui dorment encore, ça va les forcer à se réveiller. Surtout ceux qui aiment les jolies paroles, les jolis mots, les jolies citations qui vont dans le sens de la démocratie. La démocratie, elle n'existe pas. Oui, effectivement, professeur. En plus, c'est du pétrole de schiste, en fait. Ce pétrole est très compliqué, en fait. C'est très souffré. C'est très Ouais. souffré. C'est un Ouais. pétrole très souffré. C'est très Ouais. souffré. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci de Trump d'avoir réveillé beaucoup, beaucoup de personnes. Maintenant, ils vont vraiment voir le monde tel qu'il est, tel que nous on le voit en fait. Et là, ils vont comprendre pourquoi on prend certaines décisions et pourquoi on prend certaines positions en réalité. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc je m'arrête là et je vais écouter les autres.
Ok, merci, merci en tout cas Q. Merci Q pour ton intervention. On va aller rapidement en 3-4 minutes chacun pour que tout le monde puisse parler rapidement. Il y avait quelqu'un qui avait une motion, c'était Fan Sheki, c'est ça? Monsieur Fan Sheki, vous êtes là? Monsieur Fan Sheki. Bon, allez, Yandra pour 3-4 minutes. Allez, Yandra. Bonjour Sang, j'espère que tu vas bien. Bonne heureuse année mon frère et allons aller pour la lutte. Hein. Voilà. En tout cas, analyse très pertinente. J'ai pris la peine de te suivre et moi-même j'étais un peu dubitatif sur le sujet. J'ai dit j'attends de voir un peu parce que comment on peut aller prendre un pays, un président dans un pays, n'a-t-il pas une armée et choses. En tout cas, je me suis posé énormément de questions. Et c'est quand j'ai vu l'une des vidéos où le pétrole de Maduro était payé en yuan en contournant le SWIFT par rapport aux sanctions américaines et occidentales qui ont été menées sur le pays de Maduro, le Venezuela surtout. C'est là que j'ai compris ce qui se jouait quelque part. Alors donc, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, à partir du moment où le dollar, qui est la monnaie initiale du monde, qui nous permet de faire plusieurs affaires, aujourd'hui, on sent que le dollar est en train de disparaître et qu'on veut privilégier une autre monnaie, Trump se sent menacé puisque c'est un homme d'affaires. Voilà. Donc, pour moi, je pense que cette affaire-là n'est pas loin d'être terminée. Maintenant, quand tu as attiré l'attention des uns et des autres sur la démocratie, voilà. Ça veut dire quelque part, c'est ce type de démocratie qu'il faut instaurer partout. Ça veut dire que le plus fort vient, il fait sa loi. Et vous qui n'avez pas d'armée, vous n'avez pas le nucléaire comme la Corée du Nord aujourd'hui. Si ce jeune président n'avait pas l'arme nucléaire, je vous assure qu'il aurait dû avoir une invasion depuis en Corée du Nord. Mais pourquoi depuis? Les gens lancent les menaces, les États-Unis lancent les menaces et ça n'arrive jamais. Parce que quelque part, il y a une arme de dissuasion que si jamais vous vous amusez, je peux réellement attaquer aussi votre pays. Donc c'est une question de rapport de force. C'est celui qui a la force qui pourra réellement gouverner ce monde. Et comme tu viens de le dire, ton analyse est tellement parfaite et je pense que nous, la nouvelle génération, faut savoir orienter le débat. Parce que quand tu prends tout ce qui a été fait dans nous, notre pays, comme la Côte d'Ivoire, prenez la génération qui a été plus sacrifiée. C'est les générations de 70, 80, 90. Nous avons quel âge? Nous avons subi toutes les crises du pays. Et aujourd'hui, nos enfants sont en train de grandir avec nous. On n'a même pas pu avoir une évolution sociale clairement dans le pays. Et on est en train de vieillir là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quasiment 45, 50 ans. Hein. Les enfants ont grandi là-dedans. Et ça doit nous interpeller, l'analyse que tu as faite. Moi, je te tire encore chapeau. Nous allons aller dans le sens, mais c'est une leçon que Donald Trump vient de montrer à tout un chacun. Un pays qui se dit souverain et qui n'arrive pas à lui-même assurer sa propre sécurité, avoir ses propres armes et avoir une arme de dissuasion, comme tu l'as pris en exemple, sur le cas de la Côte d'Ivoire en 2011, en 2010, quand l'armée française venait, c'était dans les airs qu'elle a bombardé. Voilà, donc je pense qu'à arriver un moment, il faut poser les bonnes questions. Je ne vais pas monopoliser, mais en tout cas, chapeau pour la belle analyse que tu as pu faire et bonne heureuse année à tout un chacun ici. Merci mon frère. Merci en tout cas, merci. Et j'étais en train de lire, oui, je t'ai dit c'est la même date, c'est le 3 janvier. En fait, comme je ne fais pas d'analyse sur les dates, parce qu'il faut savoir que les dates, même en politique, je crois que j'ai déjà fait un truc dessus, mais les gens n'ont pas trop suivi. En politique, les dates ont des signes et des symboles. Je vous invite d'aller faire des recherches sur la date du 3 janvier. Pour ceux qui sont curieux, vous allez voir que cette date-là n'est pas une date en fait fortuite. D'accord? Moi, je sais que le général Qassem, je crois que Qassem Messaoudi, un général là, iranien, a été aussi éliminé à cette même date-là. A été éliminé à cette même date. C'est une date qui est très en 2020, le 3 janvier 2020. Et entre le 3 janvier 89, c'était Manuel Noriega. Soleimani, merci Soleimani, c'était Soleimani. Et là, le 3 janvier, effectivement, et les dates, même les dates ont des portées, hein. Les dates, allez regarder les dates qui vous marquent. Vous allez voir en politique, les hommes politiques ne choisissent pas les dates et les événements, il y a des symboliques derrière.
Bon, je ne vais pas rentrer dans certains trucs, il ne faut pas me prendre ici pour quelqu'un qui est dans le complotisme et autres. Mais allez faire de vos propres recherches et vous reviendrez avec. Alors, j'étais en train de dire quelque chose de très important. Merci en tout cas Q et Yandra. Regardez pour le... Je suis allé faire des recherches sur Singapour. Singapour. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il y a 878 personnes qui sont présentes. Si vous êtes d'un pays africain, faites le bilan. Singapour, en fait, d'accord, était dans une fédération avec la Malaisie en 1963. Ils décident pour des raisons ethniques et autres et de vision de se séparer. D'accord? Et il y a un truc qui m'a marqué. Il s'appelle Lee Kuan, attends, le père même de la vision malaisienne, qui était traité de dictateur, hein. Il s'appelle Lee Kuan... Attends, je vais vous montrer sa tête. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, il a investi sur deux choses. L'éducation et le capital humain. Nous avons nos indépendances depuis 1960. Faites le bilan de l'investissement sur le capital humain et l'éducation. Vous allez voir les pays africains où nous en sommes. Quel modèle d'éducation? Est-ce qu'on pense notre modèle d'éducation? Nous là, notre modèle, soyez honnêtes, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, est-ce que vous pensez véritablement, d'accord, qu'on pense nos modèles? Parce que quand tu penses ton modèle d'éducation là, c'est-à-dire que tu penses le modèle de la maternelle, si à la maternelle, jusqu'à après l'université. Ce sont tes besoins. Soyez honnêtes de vous à moi. Notre modèle là, ce n'est pas des modèles qu'on a calqués, et puis même souvent, ce n'est pas des gens même, c'est pas nous-mêmes qui pensons nos modèles, ce sont des gens qui pensent pour nous. C'est un modèle catastrophique. Quand on voit les jeunes qui vont mourir dans la Méditerranée, on voit le chômage galopant, mais on choisit des modèles, qui ne nous sied pas. Il n'y a pas de sorcellerie. Les Turcs là, hein, ils ont un modèle éducatif propre à la Turquie. D'accord? Les Chinois, ils ont des... C'est en fonction de leurs besoins. Les petits Chinois, on les crée. Les Iraniens, on ne pense pas. Et puis dans les élections, c'est toujours des... C'est pour ça que souvent je regarde, en fait, je dis, mais quand je regarde nos pays africains, j'ai pitié. Nos intellectuels qui viennent nous, tout le temps nous bassiner les oreilles en nous parlant d'une croissance à 3%. Mais on n'en a rien à foutre. Parce que c'est ton modèle éducatif qui va déterminer ton futur. Est-ce que vous, Ivoiriens, vous êtes une fois assis pour faire le bilan, d'accord, de l'investissement dans le capital humain et l'éducation? Regardez, c'est que des perroquets. Je le dis à tout moment. Moi, souvent, je regarde des intellectuels, mais je rigole. On dit qu'ils ont des bacs plus 5. Mais c'est pas ton bac plus 5. Qu'est-ce que tu fais réellement? Tu fais quoi? Tu apportes quoi? On crée des modèles qui ne servent à rien. On est des pays, on ne connaît pas l'industrialisation. Mais regardez, vous les entendez parler? Mais ils parlent. Je dis, mais tu parles, tu crées quoi? Tu crées quoi? Et puis, quand tu es en politique, c'est la catastrophe. Catastrophe. J'ai vu une vidéo des petits Chinois en classe de 6e, l'équivalent de la classe de 6e. Les enfants là font des fusées. Ils ont fait un modèle de fusée à propulsion à eau. Et puis, des petits comme ça. Et puis, le truc a décollé. J'ai dit, hey! Donc, vos sorciers là, ils ne sont pas dans vos familles. Hein. Tu sais, quand tu as goitre, on dit souvent c'est par rapport à la thyroïde. Et puis on te dit non, ta tante a mangé le pied de ton enfant. C'est faux. C'est le politicien là qui a donné goitre. Parce qu'on n'a pas les services de santé, ce qu'il faut. Le vrai malheur des Africains, c'est ça. Donc, je ne vais pas venir voir un homme politique qui a dit eh oui, j'ai déjà fait des ponts. Oui, les populations. Et puis j'ai applaudi. Je suis désolé. J'ai envie d'entendre autre chose. J'ai envie d'entendre autre chose. Oui, on a souffert. Oui, c'est Pouchis. Oui, Papa Ado, 2050. Papa Ado te dit quoi? Il te dit quoi? Non, Papa Ado est venu réparer la justice. Parce que nous, les gens du Nord, on était écartés. Mais on gagne quoi, en fait? C'est dur, hein? C'est dur. Vous voyez que c'est dur.
Donc souvent tu entends des gens parler et puis tu te dis, mais en 1950 les gens parlaient de quoi? En 1970 les gens parlaient de quoi? Ils parlaient de quoi en fait? Non, juste sur le parler, tu peux voir l'ambition de quelqu'un. Moi j'ai fait des débats à la télévision, j'ai fait des débats télévisés, j'aime pas dire ça, mais j'ai discuté avec des frères du RHDP. Ils lisaient le programme, ils prenaient un papier, ils lisaient le programme de leur leader. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions, ils lisent le programme de leur leader. Mais quand tu lis, c'est joli à entendre, mais tu sais que c'est pas la réalité. Bon, rien n'est parfait, mais on n'a pas encore fait. En 15 ans, rien n'est parfait, mais on va faire mieux. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont là? Vous voulez que je vous dise? C'est la force. En fait, qu'est-ce qui fait que les gens sont là? C'est la force. Vous pensez que s'ils n'avaient pas la police, la gendarmerie et la justice, vous croyez que vous allez laisser des gens comme ça au pouvoir? Si vous savez que vous-même là, vous pouvez aller les enlever là, ils allaient rester au pouvoir, ils sont conscients, c'est la force. C'est pour ça que je dis que ce que Trump a fait là, nous on le fait à une échelle locale. Mais on oppresse les civils, on oppresse les voix qui sont contradictoires à ce qu'ils disent. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Parce qu'à partir du moment où vous avez un discours qui est différent de ces gens-là, on t'attrape, on t'enferme. Et c'est ce qu'on a appris en Afrique. C'est la politique du nègre de maison. Si tu regardes un des nègres qui veut s'enfuir, qui veut fuir les champs, préviens le maître. C'est tout. Et le maître a besoin de ça. C'est dans l'ordre. C'est comme ça. C'est l'ordre. C'est pyramidal. Point. Donc, arrêtons de rêver et arrêtons de dire tout n'importe quoi. Gigina, bonjour. À vous la parole. Bon sang, bonne année 2026. Merci. Avec ce qui s'est passé avec le président Maduro, on comprend maintenant les limites du capitalisme. Les limites du capitalisme qui font que les grandes puissances, pour continuer à s'enrichir, doivent terroriser, doivent s'imposer que par la force. On comprend aussi que ils nous ont, je peux dire que l'hégémonie de l'impérialisme, les grandes puissances qui imposent leur manière de voir, qui prennent leur réalité, leur vérité pour la norme. Et c'est dommage parce que pendant de nombreuses années, je pense que nous, les États africains, on nous a endormis dans une soi-disant éducation éducation en griffe, parce que l'éducation actuelle aussi, c'est à revoir. Donc, les gens sont plus aptes à faire des débats politiques, excusez-moi, quand on regarde les chaînes locales en Côte d'Ivoire, qui nous endorment, des programmes culturels qui ne sont basés que sur la danse, l'exhibition de la nudité et autres, que sur les réelles questions. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on comprend une seule chose, c'est que la force, la puissance, l'armement est quelque chose. Savoir se défendre, celui qui a la force, qui a la puissance, c'est se défendre, pourra se défendre. On prend nos anciennes cultures africaines, que ça soit chez les Sénoufos, que ça soit chez les Hébriers, bon, ceux que je connais plus ou moins, par le passé, avant qu'il y ait la colonisation et tout ce qui va avec, les gens, il y avait des classes d'âge, les gens rentraient, ils apprenaient à se défendre, on n'avait pas d'armes, il y avait des flèches, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, prenez des jeunes aujourd'hui, prenez la ville d'Abidjan ou quoi, la tranche d'âge, demandez-leur de se défendre s'il y a quelque chose, vous allez voir. Tout le monde, tous les hommes vont rentrer en brousse, les femmes même, peut-être même ce sont les femmes même qui vont sortir un peu, sinon les hommes vont se cacher. Ça signifie que c'est comme si on nous a formaté l'esprit et puis on ne réfléchit plus, on ne voit même pas ce qui se passe, on n'analyse plus. On est dans une forme de esclavage, néocolonialisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un État souverain, dit ce qu'on nous a dit à l'école, hein, je pense pas que la souveraineté existe aujourd'hui, décide de ne pas signer rentrer dans le système impérialisme, on enlève le président. Parce que ce qui s'est passé avec Maduro, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Je suis désolée. Et quand je suis sidérée lorsqu'on voit que les Nations Unies, bon, qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné à l'école au fait? Les Nations Unies restent silencieuses. Les États africains même, on se demande, ben attends, finalement, c'est quoi? C'est la loi du plus fort? Mais pourquoi nous, chers Africains, pourquoi aujourd'hui on se comporte comme si on n'avait pas une histoire où les gens se défendaient? Quand on a appris Béanzé, on dit Béanzé c'est tellement défendu qu'on l'a déporté. On dit les autres se sont défendus. Bon, en fait,
c'est comme si, tu le dis toujours, c'est comme si on a effacé toute notre histoire et on ne fait que copier-coller. Non, on ne fait même pas copier-coller. On nous donne un modèle à suivre et eux-mêmes ne suivent pas ce modèle. La Chine, la grande Chine aujourd'hui a fait quoi? Ils se sont inspirés de ce qu'ils avaient fait et ils ont fait un mix de ce que, un peu tricher le modèle et puis ils ont fait un mix, ils ont fait pour eux. Mais nous, même le cahier de brouillon même des puissances occidentales, là, leur cahier de brouillon même, on ne suit même pas. On n'écrit pas, on ne copie pas, et puis on avance comme ça, c'est-à-dire, je sais pas, comme si on a été cloné, quoi. C'est vraiment triste ce qui arrive. Ça nous choque. Moi, aujourd'hui, je me dis, ben, finalement, il y a l'Afrique, si l'Afrique n'essaie pas de ce truc, on peut demain, un président américain comme un président français peut se lever pour dire, bon, on repart dans l'esclavage et on repart à zéro. Parce qu'on ne sait pas se défendre. Le petit de la Corée, là, il a bien fait de garder son armement, son âme. Le gars de la Russie, il a bien fait de garder aussi son âme parce qu'ils peuvent se défendre, personne ne les provoque. Mais nous, on ne nous provoque pas, on impose. Regardez, il y a quelques semaines, c'était le Nigeria, là, c'est le Venezuela. Et là, je sais pas où on part, quoi. C'est triste pour l'Afrique. C'est vraiment triste pour le monde entier. Le capitalisme, l'impérialisme, on paiera les prix tous si on ne sait pas de réfléchir. Les constats dont tu parles, c'est pas du copier-coller. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé porter une veste. Donc, quand ils ont fini le CP1 jusqu'à ils sont arrivés à l'université, là, le simple fait de porter veste et souliers tous les jours, là, pour eux puissent savoir agencer les mots, pour eux, ça veut dire que ils s'expriment, ils font du bruit, mais ils ne réfléchissent pas. Ils alignent les mots, c'est-à-dire, c'est une revanche sur la vie. Il est parti à l'école avec son sac, il voyait des gens qui étaient bien assis, les gars du PDCI aujourd'hui, ils sont assis, ils se rendent compte qu'eux aussi, ils peuvent porter veste et souliers, et puis ils peuvent parler, ils peuvent aligner, oui, on a fait ci, ils alignent des mots. La réflexion n'existe plus. Avant, nous on donnait des sujets, on débattait, on parlait, là, mais aujourd'hui, là, mettez un débat, et puis enlevez la politique de Côte d'Ivoire, puis mettez un débat. Vous allez voir. La veste, là, c'est la veste, c'est-à-dire la vision d'un homme, là, c'est ce qui le définit. Leur vision, là, c'est la veste, les souliers et les nouveaux mots. C'est tout. Excusez-moi, quoi. Merci beaucoup pour tout. Et puis, merci, ça m'a fait rire parce que effectivement, c'est quelque chose que je dis souvent et les gens ne comprennent pas. Vous savez, il faut regarder la technique de celui qui colonise, d'accord? La technique de celui qui colonise du colon, d'accord? Du colon et se regarder soi-même. Vous savez, moi, personnellement, j'ai fait, bon, comme tout enfant, hein, vous avez un parcours, un cursus scolaire où les parents vous disent que, en fait, il faut aller à l'école parce que voilà. Mais regardez bien les peuples, les peuples qui font toujours référence à l'histoire sont des gens, en fait, qui ont de l'ambition. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire parce que je connais bien la Côte d'Ivoire, même si je connais des pays frères. Mais nos hommes politiques ne sont pas des hommes d'histoire. On nous a fait croire que les historiens sont des gens qui sont dans le passé. C'est faux. Un homme de l'histoire, je dis, ça dépend de quelle histoire aussi. Hein. Si tu vas apprendre l'histoire et tu es spécialiste dans l'histoire que de l'Amérique du Nord, mon frère, tu vas venir, tu vas faire que le narratif, tu vas penser comme les Américains du Nord. Moi, je pense qu'avant de connaître l'histoire des autres, il faut connaître d'abord son histoire. Ça, c'est moi à titre personnel. Mais les grandes personnes qui ont essayé, qui avaient des visions, même que ce soit dans l'impérialisme, hein, c'est des gens qui font toujours référence à l'histoire, qui se projettent par rapport à l'histoire. Chez nous, tu vas jamais voir un homme politique qui va véritablement prendre l'histoire de chez nous et se projeter dans un avenir. Je me rappelle de mon interview avec Monsieur Tidjane Thiam. Je lui ai dit, mais les chefs et rois traditionnels, et j'étais quand même épaté par sa réponse. Il a dit, non, c'est les séquelles. Il a dit à son niveau, il pense que si nos rois et chefs traditionnels sont des gens qui font de la plaventrisme devant les pouvoirs politiques, c'est lié, d'accord, c'est lié à l'époque coloniale. Il a même cité une référence historique qui était Péchou. Il a dit, oui, quand tu les voyais devant Péchou et tout. Et après, il a dit, non, je ne vais pas tout. Mais moi, c'est mon point de vue. Mais j'ai rigolé. Parce que dans le fond, c'est cela. Parce que on a des esprits de losers. L'Africain qui naît est un perdant. Il est nul. Vous voyez des pasteurs qui disent ici que oui, mais la Bible est venue vaincre vos ancêtres. Et puis vous ne dites rien, vous acceptez ça. Mais on vous a déjà combattu. C'est dans l'esprit là. Je ne connais pas un peuple
Moi, en tout cas, où j'ai voyagé dans le monde, où la plupart des grands peuples que je connais, je ne connais pas un peuple qui naît avec la défaite, psychologiquement. L'Africain, il est né dans le ventre de sa maman déjà, il est perdant. L'Africain est perdant. Surtout chez nous, là, où on parle français, là. Il est perdant. Parce que tout fait référence aux colons. Tout fait référence aux colons. Et c'est chez les Noirs. J'ai vu que chez les Noirs, j'ai vu que, en fait, les vestiges coloniaux sont devenus des sites touristiques. C'est-à-dire que les sites, le passé, ton passé, au moins 90% de ton passé, est un vestige colonial. Si tu demandes aux Africains quels sont les vestiges historiques où on peut faire une étude scientifique, je ne dis pas qu'on vienne juste raconter, on peut faire une étude scientifique pour expliquer et autres les choses, c'est très rare. Moi je parle de Côte d'Ivoire, c'est très rare que tu vas trouver. Mais il faut lui dire de te trouver des trucs de son histoire. On te dit non, mais Grand Bassam est patrimoine de l'UNESCO. Mais Grand Bassam, là, les sites coloniaux, comment des sites coloniaux, toi tu luttes pour qu'un site colonial dans ta ville soit un patrimoine de l'UNESCO. Et tu ne luttes même pas pour, d'accord, parce qu'on dit UNESCO c'est science culture, d'accord, tu ne luttes même pas pour ce que tu as de profond. Tu vois, regarde le tambour, le Djidji Aekwe. Le tambour où on allait soi-disant négocier pour qu'il rentre. Mais combien de personnes connaissent la portée du Djidji Aekwe? Très peu. En Côte d'Ivoire, tu les demandes, faut demander aux Ivoiriens. Très peu. Pourtant, c'est eux qui vont faire danse de génération. En fait, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont vraiment pas chez nous. Et c'est des choses, un peuple sans histoire. Merci Dembélé. Dembélé, un peuple sans histoire. Moi-même, je suis baoulé. Et je dis merci à mon père et merci à ma mère qui est gourou, qui m'ont permis de comprendre ce que c'était chez moi, l'importance d'être un baoulé. Peut-être il est dépassé, mais mon papa, il ne voulait pas qu'il comprenne les choses. Mais tant que vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes, vous ne pourrez jamais exister dans le futur. Je le dis, vous ne pourrez jamais exister dans le futur. Donald Trump, là, quand il parle du Venezuela, là, il dit, le Venezuela, les terres là, du Venezuela, là, les terres là, nous appartenaient. Les terres là, nous appartenaient. Quand Xi Jinping de la Chine parle, il parle de la grande Chine. Quand Poutine parle, il parle de l'histoire des tsars. Il ne parle même pas de l'URSS, il parle de l'histoire des tsars. Quand Sarkozy parle, souvent Sarkozy fait référence, il dit quoi? Il dit l'Europe, elle est judéo-chrétienne. La Turquie ne peut pas adhérer dans l'Europe. Mais c'est des visions que les gens ont. Quand tout ce qu'on appelle Dominique de Villepin, qui est le modèle de Dominique de Villepin, qui agit en Côte d'Ivoire? C'est Napoléon. Tu sais qui est Napoléon pour nous? Tu sais qui est Napoléon pour nous? Mais lui là, c'est Napoléon Bonaparte qui est son modèle. Parce que c'est lui qui a régi la République. Il le dit sans complexe. Mais tu sais qui est Napoléon pour nous? Mais voilà, chacun a sa part d'histoire, chacun fait référence. Comme il est chez nous, allons-y en Côte d'Ivoire là. Prenez tous les présidents qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Quel est leur modèle? Quel est leur référentiel historique? Ils n'ont qu'à te citer. Toi-même, tu as tombé de ton siège. Ils n'ont qu'à te citer. Parce qu'on est complexé. On n'est pas nous-mêmes. On se dit que nos parents ont échoué. On est né loser. Donc on fait avec le peu qu'on a. Cacao. Tu sais quoi le cacao? Si tu ne te sens pas le cacao. Tu fais quoi le cacao? Qu'avance le cacao? Déjà, c'est même pas une culture. C'est pas une culture que nous-mêmes, c'est une culture coloniale. Que les colons nous ont appris. Et puis nous, on a développé ça parce qu'on dit qu'il y a de l'argent dedans. Mais tu ne transformes même pas cacao là. Mais Machiavel là, c'est pour eux, les clics et les familles pour pouvoir manger. Déjà presque 15 heures. Alors, donc je vais arrêter de parler, parce que quand je parle là, ça réveille encore le truc. Mais je suis en train de dire que c'est très important. C'est très important. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers soyez fiers de ce que vous êtes. Les gens vont vous dire, oh, vos ancêtres n'ont rien fait, c'est des gars. C'est parce que les gens ne veulent pas chercher. Dans une vie, il y a des succès et il y a des défaites. Il y a des victoires et il y a des défaites. Donc, chez vos ancêtres là, il y a certainement des défaites
et des victoires. Mais vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Comment vous pouvez ambitionner, aller et exister et régner dans ce monde? Hein? Voilà. Trump nous montre ce qu'il est. Trump nous montre ce qu'il est. Et eux là, c'est comme ça. Ils mangent pour pouvoir exister. Ils attaquent pour pouvoir exister. Toi, tu fais quoi? Tu vas rester toujours une souris dans ton coin? Ah. Bon, alors, on va écouter Mister et ensuite Monsieur Touré. En 3-4 minutes. Mais je veux juste ajouter un truc. Les vestas de maintenant, là, les sapeurs de maintenant, là. Bob Marley, les tests, revoyez les tests de Bob Marley. Si vous ne comprenez pas l'anglais, traduisez-le en français. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il décriait là, un Loxy, hein, un Rastaman, comme vous le dites, qui portait pantalon plaqué ni veste. Il portait pas de veste là. Il analysait et il disait quelque chose. Donc, vous pouvez copier sur Bob Marley et puis une nouvelle version avec des vestes. Merci beaucoup. Bon, merci en tout cas, Gigina. Monsieur Mister, sur le côté. Mister à droite, Mister. Rapidement. 3-4 minutes. Monsieur Mister. Mister, c'est Mister, non? Ok, Monsieur Touré. Monsieur Touré, votre micro. Bonjour, frère Sang. Bonjour, Monsieur Touré. Et bonne heureuse année. Et comment allez-vous? Ok, ça dit franchement, ça fait plusieurs mois que je suis tes live. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Franchement, il faut le dire quoi. On sent que c'est quelqu'un qui aime son pays et quelqu'un qui va apporter. Normalement, le parti au pouvoir, tu as une chance pour le parti au pouvoir. Parce qu'on sent très bien que tu aimes la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Mais comme en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dissocier l'État et les partis au pouvoir. Voilà pourquoi tu seras considéré comme l'ennemi de la Côte d'Ivoire et l'ennemi des Ivoiriens. Alors que ça devait être le contraire. Tu apportes des arguments et tu les défends avec des preuves. Normalement, c'est une chance quoi. Si les Ivoiriens pouvaient se référer à quelqu'un, à un jeune, je pense que tu es un modèle. Parce que les autres, ils sont là pour défendre bec et ongle le parti pour pouvoir manger demain. Normalement, en France ici, quand le président arrive, il est élu, il vient avec ses ministres. Mais l'administration est plus forte que les ministres. Souvent même, le ministre, pour faire passer ses réformes, il doit se battre avec l'administration. Parce que l'administration, elle est apolitique. Même si ils ont des partis pris, mais ils sont apolitiques. C'est le ministre qui est politique. Les fonctionnaires sont apolitiques. Normalement, ça devait être comme ça partout. Mais le fait que quand tu n'adhères pas à un parti politique, pour manger, tu ne vas pas manger. Tu ne vas jamais manger. Mais tous ceux qui défendent un régime, c'est pas pour le bonheur des Ivoiriens. C'est pour leur propre bonheur d'abord. Moi aussi, j'ai envie de manger. Moi aussi, j'ai envie d'être là pour manger. Si je ne fais pas ça, je comprends souvent dans les critiques. Quand on écoute nos doyens, nos frères, nos soeurs, ils disent oui, toi-même tu sais, mais on est obligé, sinon on sait que c'est pas bon. Mais est-ce que comme ça on va avancer? On ne pourra jamais avancer. La vérité est là. Ouais. Mais pour que quelques personnes puissent péter le champagne, alors que la masse est là, on n'a même pas d'eau pour boire, mais ces quelques personnes, ils vont boire le champagne. Puisque lui, il mange, ou bien il a un oncle, ou bien un frère, une tante qui est là-bas qui mange, lui, son idée, ses idéaux, il ne doit pas en parler. Parce qu'il va nuire à son frère qui est dans le gouvernement qui mange. Bon, c'est pour dire cette génération, que ce soit le PDCI, FPI, le RDR, si on ne change pas de système de gouvernance, si on ne change pas le système, même après Ouattara, ceux qui vont venir, ça sera la même chose. Donc tu vas rester toujours là en train de faire des critiques, ça ne va pas avancer. Parce que les partis politiques et l'État, on ne peut pas les dissocier. Il faut être, pour travailler dans l'État, il faut être du parti politique qui est au pouvoir. Donc vous voyez, bon, nous autres qui n'avons personne, dans ce cas-là, qu'on appelle ça dans le gouvernement ou bien bien placé dans le parti qui va diriger la Côte d'Ivoire, on va toujours rester à la marge, on va toujours critiquer et ils vont toujours nous combattre.
Donc, ça veut dire merci beaucoup, frère, ce que tu fais. Franchement, dit, tu apportes beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Franchement, dit, ne te décourage pas. Ça dit, j'espère que 2026, c'est nous, la génération. Si on arrive à comprendre quelque chose pour dire, c'est vrai. Tout ce que tu fais là, c'est pas pour toi-même. C'est pour la masse. C'est l'éveil de conscience. Tout le monde doit comprendre que, mais ça dit quelqu'un qui dit, ça c'est pas bon. C'est pas parce qu'il déteste la Côte d'Ivoire. Il veut que ça change. Même si on dit oui c'est bon ou bien c'est pas bon, la contradiction. On dit oui, pourquoi tu dis ça? Voilà, débat d'idées. Il n'y a pas de débat d'idées. Soit tu siffles dans la même trompette qu'eux, ou soit on te dit que non, c'est toi l'ennemi. Et il y a des gens qui sont prêts à véhiculer des messages pour dire c'est toi l'ennemi. Et même aller chercher quoi. Tout, c'est pas joli à voir. C'est vilain. Ceux qui le disent, c'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein. Ils sont très intelligents, le sang. Ils sont très intelligents. Mais ils ne vont pas dire la même chose comme toi. Ils préfèrent mentir pour manger que de dire la vérité pour souffrir. Donc, merci frère. On t'encourage. Je t'encourage. Beaucoup de fois, je suis en bas, je regarde. Franchement, on dit courage à toi. Même tes émissions, on les regarde. C'est une chance, une bénédiction. Merci Touré. Merci Touré. Moi, je suis pas surpris parce que, et malheureusement aussi, il y a aussi un effet, hein, parce que quand on parle d'État-nation, moi j'entends souvent les gens parler en fait de la nation chez nous. Et je rigole. Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui me lie à Bitignon? Qu'est-ce qui me lie à Touré? Qu'est-ce qui me lie à mon frère Dembélé qui est monté? Qu'est-ce qui me lie à monsieur Dioulo? La Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous lie? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cette Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est une nation? Moi, je vous dis quelque chose. Non. Il y a un truc qui est... Et ce n'est pas en fait les années qui font. C'est la prise de conscience. Il y a certains pays, par exemple, j'ai donné l'exemple de Singapour, ou même la Chine, c'est des pays qui ont... Voilà, ils ont des histoires très lointaines. Mais quand ils ont décidé d'être un État, il y a des éléments qui les lient. La langue, la monnaie, d'accord, la langue, la monnaie, et il y a un autre élément, la langue, la monnaie, et il y a un autre élément que, bon, même l'armée. D'accord, dans ces pays-là, vous allez voir, les Européens, quand ils sont dans une zone, si le coin est instable, ils vont d'abord se rassembler d'abord selon leur pays. Et ensuite, ils vont se rassembler déjà aussi par leur ensemble géographique. Vous verrez que dans nos pays africains, si un pays est instable, la culture c'est autre chose. Attendez, la culture, la religion c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Si c'était la religion, chez nous il y a des musulmans, il y a des chrétiens. D'accord? Les musulmans, eux, ils parlent de la Oumma. D'accord? Les chrétiens, on peut parler, je sais pas s'il y a une nation chrétienne qui existait, je sais pas. Pour moi, c'est des conneries. La religion, elle est graduelle, selon son origine. Qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est mon point de vue. Mais je dis, il y a la langue qui est un facteur d'abord pour créer une nation, d'accord? Même on peut se reconnaître aussi par la monnaie. La monnaie, c'est-à-dire l'embonpoint financier. Vous verrez que des peuples vont se reconnaître par un embonpoint financier. L'histoire, on dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais l'histoire, c'est un ensemble de personnes qui décident de remettre, d'accord, au sein au sein de leur réalité, leur histoire. Comme Israël. Israël, c'est en 1949, hein. Israël, c'est en 1949. D'autres vont faire référence à la Bible, mais Israël, c'est en 1949 en termes d'État, selon la SDN, selon l'Organisation des Nations Unies. D'accord? Donc, moi, je pense que, personnellement, ce qui nous concerne, d'accord, un pays doit avoir des valeurs communes. Est-ce que on a des valeurs communes? Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire, malheureusement, se reconnaît par rapport aux sensibilités politiques. Tu vois, Touré, tu t'appelles Touré. Oui. Moi, je m'appelle Nsan. Tout à fait. Ok? Tout à fait. Des gens vont me voir parler ici. Et ils vont me voir faire des prises de parole contre le gouvernement qui est en place. Tout à fait. Ils vont dire, eux, ils me connaissent. Ils vont dire, oh, Nsan, lui, il n'aime pas Ouattara, de quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, ils ne vont même pas rentrer dans les détails de mes critiques. Ils vont dire, lui, il n'aime pas Ouattara. Il a la haine de Ouattara. D'accord? Donc, automatiquement, celui qui est militant de Ouattara me voit automatiquement comme son adversaire. Non, comme un ennemi même. Un ennemi. Voilà, comme un ennemi. C'est-à-dire que au-delà du pays,
ils me voient comme un ennemi. Je parle de la plupart. C'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens du RHDP que moi j'échange avec eux, qui sont des gens très posés. Mais ils sont militants du RHDP. Mais il y a des gens automatiquement, lui là, c'est un ennemi. C'est pas, voilà, ça ne passe pas. Pourtant, on est du même pays. On peut discuter politique du même pays. Mais déjà, tu vois la puissance que les partis politiques prennent au-delà même de nos pensées qu'on a pour le pays. Ça. J'aimerais ajouter quelque chose. La majorité, ceux qui discutent avec toi, qui te comprennent très bien, normalement, c'est ceux-là qui devaient te défendre. Vous savez pourquoi ils ne te défendent pas? Ils laissent la minorité te sacrifier pendant que la majorité ne dit rien. C'est eux, c'est ceux-là qui devaient dire non, un sang, c'est pas un ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est un adversaire. On peut, à travers les idées, se combattre. Mais, tu es vilipendé par la minorité, comme tu viens de le dire, mais la majorité avec qui tu discutes, ils ne te défendent pas. Normalement, c'est ceux-là qui devaient te défendre pour que la minorité qui gangrène ces partis-là devait comprendre. Mais là, actuellement, tu mets les pieds en Côte d'Ivoire, ils t'ont plusieurs fois dit, tu vas aller où? Tu vas aller où cette majorité? Tu vas voir quelqu'un la répondre? C'est ceux-là qu'on doit combattre. Est-ce que l'État avec les partis politiques, il n'y a pas de différence. Chacun dit oui, je le connais, il n'est pas méchant, mais s'il a quelque chose à se reprocher, si la justice a quelque chose à lui reprocher, il doit répondre. Alors pertinemment, ils savent que c'est faux. Bon, donc cette majorité-là, c'est de l'hypocrisie. À ceux avec qui tu discutes là, ils vont jamais te défendre. Pourtant, ceux qui te critiquent à longueur de journée, ils sont minoritaires. Mais la majorité qui t'apprécie, selon toi, ils vont jamais lever le petit doigt. Voilà pourquoi tout le monde souffre. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, en tout cas, Touré, c'était un plaisir, en tout cas, d'être passé. Franchement, un grand plaisir. Bitignon, à toi la parole, on va aller rapidement. Merci beaucoup. Bonjour à toi et mes meilleurs vœux. Surtout la santé, c'est le plus important. Je salue tout le monde sur le panel. Bon, moi, je voudrais un peu réagir un peu par rapport à ce que tu as dit sur le Venezuela. Bon, ton analyse n'est pas complètement fausse. C'est assez pertinent. Mais en fait, je ne sais pas si ça vous parle, le pétrodollar. Alors, c'est un système qui a été mis en place. Voilà, Henry Kissinger, avec l'Arabie Saoudite, à l'époque, qui était la première réserve mondiale de pétrole. Ils ont signé un accord pour que l'or noir se vende en monnaie américaine. Pourquoi ça permet aujourd'hui aux Américains d'avoir ce qu'on appelle la planche à billets. Donc c'est un système qui est bien rodé et ce système-là a perduré depuis des années et aujourd'hui ce système-là est en forte concurrence notamment avec la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, notamment ce qu'on appelle les BRICS. Alors par rapport à la particularité du Venezuela, alors Chavez quand il est arrivé, fermez comme micro quand vous montez, c'est un peu voilà. Chavez quand il est arrivé au pouvoir, et il a d'abord mis en place une politique, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les peuples, tous les continents qui ont été colonisés, parmi eux, il y a des ressorts qu'on appelle, par exemple, chez nous, c'est le panafricanisme aujourd'hui, c'est des gens qui sont contre la colonisation, qui veulent la. C'est le bolivarisme. Voilà, eux, c'est le bolivarisme, c'est ce qu'ils appellent le panaméricanisme. Voilà, exactement ça. Donc, quand ils sont venus, ils ont tout nationalisé et ils ont repris leurs ressources en main. Et donc, ils ont commencé à changer un peu leur doctrine en vendant le pétrole vénézuélien, par exemple, avec les Russes en roubles, avec les Chinois en yuan. Donc, ils étaient en train de se dédollariser. Et ça, les États-Unis ne pouvaient pas se le permettre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire, Vincent? Depuis des années, ils ont tenté de mettre la main sur ce pays, mais comme Chavez était assez costaud, ça ne passait pas. Donc, ils ont mis des sanctions, des grosses sanctions. Aujourd'hui, le pays est sous embargo. Il y a plein de sanctions sur le Venezuela parce que les gens, ils ont décidé de refuser le système du dollar. Voilà, ils ont commencé même à contourner le système SWIFT. Et si le Venezuela avait adhéré au BRICS, mais c'était fini. Donc, il fallait mettre un coup d'arrêt à cela. Voici la véritable raison de l'intervention des Américains au Venezuela. Maintenant, ce qui va se passer, une fois qu'ils ont enlevé Maduro,
il va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a encore des forces vives dans ce pays. Et le chavisme n'est pas mort. Voilà, et tu l'as si bien dit, il y a encore des institutions qui sont debout. Donc, les jours à venir, les semaines à venir vont nous le dire si vraiment le peuple vénézuélien a de la résilience par rapport à ça, ou alors, ils sont vraiment confrontés à des forces extérieures qui vont s'accaparer de leurs ressources. Mais effectivement, la vraie bataille, c'est vraiment mettre la main sur les formidables réserves pétrolières du Venezuela et maintenir le système de pétrodollar qui est vraiment en train de vaciller, notamment avec la Chine et la Russie. Et dernière chose, et puis je vais chuter rapidement, l'intervention américaine au Venezuela, elle aura une conséquence lourde. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui se passe en Taïwan. Xi Jinping, un jour quand il va se lever, il va décider d'envahir Taïwan et je ne sais pas si Donald Trump va pouvoir lever le petit doigt. Voilà. Donc ça, c'est le danger que cette intervention-là va avoir comme conséquence. Et puis d'ailleurs, il y a eu, comme tu l'as si bien dit, hein, il y a eu forcément des coups de fil entre Poutine, Xi Jinping et Trump par rapport à ce qui s'est passé. Il faut pas qu'ils nous blaguent, il faut pas qu'ils nous racontent des histoires. Mais le vrai fond du problème, c'est cette lutte-là de géopolitique mondiale, des nouvelles ordres mondiales qui se jouent entre les Chinois, les Russes et les Américains. Et les Américains ne veulent pas que leur précaré soit dominé par ces deux puissances. Voilà un peu les enjeux qui se jouent. Mais pour moi, hein, la solution va venir du peuple vénézuélien. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Est-ce qu'ils vont permettre à ce que les Américains mettent la main sur leur pays? Parce que Trump dit qu'il va mettre en place une administration. Mais, rappelle-toi en Irak, il s'est passé quoi? Quand ils ont dégagé Saddam Hussein, il y a eu un administrateur qui est arrivé en Irak. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné l'État islamique. Voilà. Tout ça pour dire que là où passent les Américains, il y a toujours le chaos. Voilà. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le pétrole. Voilà. Donc, j'espère que les Vénézuéliens, ils vont pouvoir se ressaisir pour pouvoir faire face à cela. Parce que ce qui arrive là, c'est vraiment dramatique. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Vincent. Merci Doyen Bitignon, en tout cas c'était très intéressant de t'écouter et puis j'aime bien en tout cas souvent aussi de voler sur ces grandes lignes là parce que moi j'ai pas voulu revoler par-dessus, je suis allé en profondeur, mais effectivement c'est ce qui arrivera par la suite qui est assez intéressant, mais merci d'être revenu sur le pétrodollar et tout ça tout parce que ça a permis aux gens de pouvoir comprendre ce qu'il en est. Alors on va écouter rapidement Malcolm. Ok, bonjour tout le monde. Oui. Moi j'ai écouté un peu rapidement, un peu dans on va dire sur la forme. Tu sais, je vais calquer un peu sur l'Afrique pour parler en Afrique, étant donné le doyen Bitignon, il a expliqué concernant les Sud-Américains et leur rapport, avec les États-Unis. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà, donc moi je vais juste faire une petite lecture concernant l'Afrique par rapport à ce qui se passe là actuellement, parce que là moi mon inquiétude c'est tout ce qui se passe là actuellement. Qu'est-ce que les Africains quelle est notre crainte réelle face à cette histoire? Moi c'est clairement si les États-Unis se sont permis d'aller chercher un président qui soit démocratiquement élu ou pas et qu'ils vont le chercher chez lui en pleine nuit, ça veut dire là demain ça veut dire là la France peut se permettre, je dis bien je ne souhaite pas trouver un prétexte, aller dans le pays de l'AES, dire voilà ils nous ont cherché ça, trouver un prétexte pour aller à l'AES, pour créer quelque chose, tu vois, une sorte de conflit et essayer d'aller d'essayer de faire la même chose. Étant donné que les États-Unis ne vont pas s'opposer, et j'aimerais bien aussi rappeler les gens, n'oubliez pas que quand comment s'appelle le président syrien s'est fait attraper il y a pas longtemps, qu'il soit la Chine ou même la Russie, ils ont rien fait à part condamner comme ils ont fait, comme c'était le cas pour le président actuel, comment il s'appelle, celui qu'ils ont attrapé récemment là. Donc du coup c'est que des condamnations. Voilà, il y a rien eu à part des condamnations. Donc j'ai peur pour moi par rapport à ce que les pays de l'AES font. Faut pas que ça tombe sur eux, que la France ou même leurs alliés européens se lèvent pour y aller, pour dire bon, étant donné les États-Unis sont partis, l'Iran, Israël pour la Syrie ils l'ont fait et finalement à part des condamnations farfelues, il y a rien eu d'extraordinaire. Et pourquoi pas nous on va pas se permettre de récupérer notre précaré ouest-africain. Vous voyez, parce que moi c'est surtout ça qui m'inquiète. Même si ce que font l'AES, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est leur pays, c'est leur démocratie, voilà, c'est leur souveraineté. Mais il faut pas que ce soit une excuse pour la France et leurs alliés européens pour y aller, pour les attaquer, pour essayer, voilà, tout ce qu'ils sont en train de faire là actuellement, voilà, pour trouver une petite faille. Et la faille elle est déjà ouverte depuis quelques temps et d'y aller. Et pareil pour la Russie aussi. Je vais finir rapidement. Rien n'empêche aujourd'hui à Poutine d'aller récupérer le président ukrainien, parce qu'il va dire si là les États-Unis l'ont fait
et que moi, bah, je peux y aller moi aussi, même si on sait que c'est un peu plus compliqué par rapport aux Occidentaux, aux Français plutôt et à l'Europe. Mais voilà, c'est ça. Moi, c'est surtout ça, sur l'axe, sur ça, je voulais vraiment attirer votre attention sur ce côté-là, au niveau de l'AES et tout, etc. Et leur évolution et la France de s'engouffrer dans ce truc-là et créer quelque chose qui leur conviendrait. Merci en tout cas, merci Monsieur Malcolm pour votre intervention qui était intéressante et puis voilà, ce sont des pistes à explorer et merci en tout cas pour votre intervention. On aura encore certainement d'autres échanges à venir sur l'évolution de l'actualité. Monsieur Réalité, rapidement, Monsieur Réalité. Bonjour Vincent, bonjour à tous ceux qui m'ont précédé, bonjour à nos chers auditeurs. Je prends un plaisir particulier à monter sur ton panel à chaque fois. Bonne année déjà, meilleurs vœux, la santé et plein de bonnes choses. Bon, j'aime bien commencer par une petite genèse, toujours. En 88-87, le président Fubani décide de faire de la rétention de vente de cacao. Il décide que les principaux acheteurs de cacao augmentent le prix auquel ils achètent le cacao, le café, parce que il y avait le FMI, la Banque mondiale et l'institution de Bretton Woods qui mettaient la pression sur le président Fubani pour rembourser les prêts qu'on avait octroyés auprès d'eux. Alors, juste pour préciser aux gens, les institutions de Bretton Woods, qui sont le FMI et la Banque mondiale, sont de quel pays et sont basées où? Le FMI est basé aux États-Unis. Ok. Et la Banque mondiale, je me trompe pas. Et la Banque mondiale, ils ont le locaux à Paris aussi, je ne me trompe pas. Non, ils sont aux États-Unis, les deux. Ok, donc les deux sont aux États-Unis. Ok. Mais bon. Pourquoi je parle de ça? Ils ont mis la pression au président Fubani parce qu'il a octroyé des prêts auprès de ces institutions-là. Et ils ont mis la pression, il faut rembourser, il faut mieux gérer votre économie, vous gérez mal votre économie. Voilà, nous, on vous dit comment gérer votre économie. Il faut Fubani qui ne voulait pas parce qu'il estimait que lui, il avait des cerveaux en Côte d'Ivoire et que le problème ne venait pas de sa gestion, mais du fait que eux, acheteurs de cacao, avaient baissé le prix d'achat. Donc voilà le duel qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et l'Occident. Donc le premier panafricain, le premier véritable opposant à l'Occident, après Dessalines, s'appelle M. Félix Houphouët-Boigny. Ça, je tiens à le dire et je le répète. Celui qui a tapé du poing sur la table face à l'Occident pour dire vous devez acheter nos matières premières à ces prix-là parce que ces prix-là sont trop bas, s'appelle M. Félix Houphouët-Boigny. Ah oui, ça non, les gens pas. Quand tu parles comme ça, faut dire c'est ton point de vue. S'il y a une autre personne qui a tapé du poing de la table comme Houphouët-Boigny, moi je vais bien attendre. Pour moi, c'est mais il y en a beaucoup. Ah bon? Il y en a beaucoup. Ok, Il y en a beaucoup. Donc, beaucoup je vais calmer mes ardeurs. Non, faut dire selon toi ton point de vue. Ok. Donc, bon, selon mon point de vue, Houphouët-Boigny était le premier. Maintenant, bon, je vais revérifier. Le président Houphouët-Boigny n'a pas eu gain de cause, il n'a pas pu avoir gain de cause. Conséquence, cette affaire-là a été jugée au CNUSED, c'est un engagé de l'ONU, et ils ont décidé de sanctionner la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'Occident a acheté par exemple le prix à 1000 francs, Houphouët-Boigny voulait 2000, mais les 1000 francs là ont été divisés par 2, donc les gens achetaient à 500. Vous voyez, donc on a perdu encore du pouvoir d'achat, et ça a encore aggravé la dette ivoirienne et les problèmes qu'il y avait en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu le choix que d'accepter la requête du FMI qui est de prendre M. Ouattara pour gérer notre économie. Parce que M. Ouattara était celui qui avait le dossier de la Côte d'Ivoire auprès du FMI. Donc, comment se fait-il que ce monsieur qui a été embauché là-bas en tant que voltaïque rentre en Côte d'Ivoire, il d'un coup devient ivoirien et maintenant il se retrouve Premier ministre en Côte d'Ivoire à gérer notre économie? Voilà beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Mais est-ce que non, je suis pas d'accord. D'accord. Est-ce que Houphouët-Boigny était obligé? Si vous-même vous dites que M. Ouattara était, je sais pas quoi, moi je veux pas être débat des nationalités, hein, c'est vous qui avez commencé. Est-ce que Houphouët-Boigny, qui est dirigeant de la Côte d'Ivoire, était obligé d'accepter ce choix-là, d'accord, du FMI comme vous dites? Moi, je pense qu'il n'a pas le choix. Pourquoi il n'a pas le choix? Il n'est pas d'un pays souverain? Bon, il avait une grosse pression. À mon avis, il y avait une grosse pression. Et il ne pouvait plus reculer. À mon avis, il y avait une trop grosse pression pour lui et il ne pouvait plus reculer. Bon, il venait de perdre justement auprès du CNUSED, auprès de l'ONU. Le prix du cacao était coupé en deux. Donc, il avait les deux mains des Occidentaux sur le cou. Il ne pouvait plus. Où est-ce qu'il allait prendre l'argent? Qui allait l'aider?
Ah oui, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui a plusieurs partenaires, non? Oui, mais moi j'ai suivi le, comment on dit ça déjà? Bon, la vidéo elle est sur YouTube où il y avait Mitterrand et Mobutu à côté de lui. Et puis il expliquait qu'on vient de perdre le procès face au CNUSED. Bon, il est venu expliquer qu'en ce moment, en tout cas, la Côte d'Ivoire aura des problèmes. Moi, j'ai vu la vidéo. Oui, mais attends, je veux savoir. Oui. Houphouët-Boigny, il était un indépendant. On ne peut pas forcer la main au Houphouët-Boigny. Ah, mais pourtant ils l'ont forcé. Ok, par rapport à notre dette, par rapport au fait qu'ils ont cassé le prix d'achat du cacao, par rapport à beaucoup de choses, ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus reculer. Moi, à mon avis, en tout cas, ils ne pouvaient plus reculer. Ça, c'est encore mon avis. Voilà, ça, c'est encore mon avis. À mon avis, ils ne pouvaient plus reculer. Ça faisait trop d'éléments qui devaient traiter rapidement. En plus, lui-même, il était malade. Donc, voilà. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que le président Ouattara, à l'époque même déjà, il avait commencé à privatiser pas mal d'entreprises ivoiriennes. Il a privatisé. Ok, on a compris. La Côte d'Ivoire avait des dettes, il fallait rembourser le FMI. Ils ont mis plein de mesures à respecter. Il a fait comme il pouvait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme on dit, la Côte d'Ivoire est en pleine croissance depuis plus de 15 ans. Ok. Je prends le parallèle avec le Nigeria, où le Nigeria met en avant beaucoup de milliardaires, met en avant beaucoup d'investisseurs locaux pour pouvoir gérer l'économie entre eux-mêmes nigériens. On a vu il y a une semaine, là, M. Aliko d'un côté, qui a commencé à faire plein de communiqués, bon, les vidéos sont sur YouTube, où il dit que le Nigeria va maintenant devenir l'un des plus grands pays à exploiter lui-même son pétrole, parce que lui-même, Aliko d'un côté, il a investi dans beaucoup de choses, voilà. Donc, il a dit que le Nigeria maintenant n'aura plus trop besoin de l'Occident. En parallèle, M. Ouattara, lui, on a trouvé pas mal de gisements de pétrole, beaucoup de mines, beaucoup je sais pas si on dit gisements d'or ou bien ce genre de choses-là, mais en tout cas pas mal de sites orifères, tout ça. Et lui, il signe toujours des contrats avec l'Occident. Moi, je me pose la question. Parce que c'est justement ce qui a causé le problème au Nicaragua. Et au Venezuela plutôt, pardon. Le Venezuela, on avait eu marre que les États-Unis vont toujours exploiter le pétrole, donc à un moment donné, ils ont mis un stop à ça. Mais nous, la Côte d'Ivoire, en parallèle, on continue toujours de donner pas mal de contrats aux Occidentaux, alors que notre pays à côté, là, le Nigeria, exploite lui-même maintenant son pétrole via M. Dangote et beaucoup de milliardaires nigériens. Est-ce qu'à un moment donné, nous, Ivoiriens, on va prendre conscience pour dire, bon, il faut qu'on mette un stop à cela et faire l'effort nous-mêmes d'exploiter notre pétrole, d'exploiter notre or, d'exploiter notre diamant, et puis, à un moment donné, il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit indépendant réellement. Tout comme le Nigeria, tout comme l'Arabie Saoudite, tout comme beaucoup de pays en Afrique, qui eux-mêmes exploitent leurs ressources minières, leurs ressources pétrolières. Pourquoi M. Ouattara insiste à toujours donner des contrats à l'Occident? Pourquoi il fait pas l'effort de privilégier nos milliardaires ou bien de demander à ce que nous, les Ivoiriens, on puisse rentrer dans des capitaux, dans l'entreprise d'État, ce genre de choses. Pourquoi il se concentre plus sur l'Occident et il privilégie beaucoup moins les Ivoiriens et les investisseurs ivoiriens? Moi, je me pose la question et je veux comprendre. C'est pour ça la dernière fois quand il y avait un débat depuis Kokora est monté, j'ai posé la question en même temps où ils sont partis. Si vous m'entendez, Kokora, ou bien ceux qui parlent qui communiquent pour le RHCP, je veux comprendre pourquoi M. Ouattara ne mise pas plus sur l'Ivoirien et est toujours concentré sur l'étranger. Parce que ça cause un problème. L'étranger, lui, il s'en fout, c'est pas son pays. Lui, il vient, il ramasse, et puis il ramasse beaucoup, il prend 80%, nous donne 20%. À un moment donné, il faut que M. Ouattara se concentre plus sur l'Ivoirien. Permettez-nous à ce que nous, Ivoiriens, nous, diaspora, nos grands frères qui sont milliardaires, ou les entreprises ivoiriennes qui sont bien cotées, puissent acheter des actions dans les entreprises ivoiriennes, et maintenant, il faut que les marchés ivoiriens, là, se concentrent plus même sur la Côte d'Ivoire. Et pour finir, Air Ivoire a rouvert ses portes. M. Ouattara est parti chercher deux investisseurs étrangers, un Malien et Air France, alors qu'on aurait pu gérer ça en interne. Donc voilà encore un autre exemple encore où pour moi M. Ouattara est complètement à côté de la plaque. J'aimerais bien que quelqu'un du RHGP ou bien ici, si tu peux m'aider, aiguille-moi, parce que moi je ne comprends pas sa politique. J'arrive pas à comprendre la politique de M. Ouattara. Merci. Ok, bon, merci, il y a des choses qui ont été dites. Bon, comme M. Kokoranzi, j'avais normalement décidé de finir. Il y a M. Kokoranzi Assolé qui est arrivé. M. Kokoranzi va pouvoir répondre à cette question qui est intéressante. Pourquoi M. Ouattara ne priorise pas des Ivoiriens et il priorise en l'occurrence d'accord des Européens? M. Kokoranzi, soyez le bienvenu et puis allez-y en même temps pour... Alors, merci Vincent et puis bonne heureuse année 2026. Plein succès dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse et puis... en tout cas, beaucoup de santé, parce que c'est ça qui est important. Alors, avant de répondre à sa question, je vais vraiment lui poser une série de questions pour qu'on puisse se comprendre.
Quand il dit que M. Ouattara, dont voltaïque au FMI, a été imposé par le FMI au président Houphouët-Boigny, alors je vais lui demander, avant que Ouattara ne devienne Premier ministre, où est-ce qu'il travaillait? Chef frère réalité, est-ce que tu peux me dire où est-ce que Ouattara travaillait avant de devenir Premier ministre de Côte d'Ivoire? Il était gouverneur de la BCEAO. Alors, le gouverneur de la BCEAO, selon les lois coutumières, est ivoirien ou non? Le poste de gouverneur revient à la Côte d'Ivoire, oui. Voilà, maintenant, qui a imposé Ouattara au fouet pour qu'il soit nommé à la BCEAO? J'ai dit c'est mon point de vue. Selon mon point de vue, parce que la dernière fois, le grand Gouttier est monté sur le panel. Non, le grand Gouttier est monté sur le panel, il a mis la caméra et il est rentré dans le fichier du FMI. Et les fichiers là sont encore présents. Il est rentré dans le fichier. C'est pas de ça que je parle. S'il te plaît, quand on parle, il faut écouter. J'ai dit, Ouattara, tu reconnais que le gouverneur de la BCEAO revient à la Côte d'Ivoire. Ok, je ne parle même pas de nationalité, je ne suis même pas dans ce débat, je demande qui a imposé Ouattara à Houphouët-Boigny à la BCEAO. Parce que tu reconnais que avant d'être Premier ministre en Côte d'Ivoire, il était à la BCEAO. Or, la BCEAO, le gouverneur de la BCEAO est proposé par le président ivoirien. Alors, la question que je pose est la suivante. Qui a imposé Ouattara à Houphouët pour qu'il soit proposé comme gouverneur de la BCEAO? Moi, selon mon avis, c'est toujours le même schéma du FMI qui ont demandé. Le FMI. Voilà, oui, moi, selon mon avis. C'est le FMI qui a imposé Ouattara à Houphouët-Boigny à la BCEAO. C'est le FMI qui aurait imposé Ouattara à Houphouët pour qu'il soit nommé conseiller spécial du gouverneur Aboulaye Fadiga. Non, frère, moi je te sais très structuré. Faut pas seulement donner ton point de vue, mais il faut donner, il faut dire les choses avec des faits, avec des exemples que tout le monde peut vérifier. Tu vas venir sur un coup comme ça, dire non, voilà ce que je pense. Alors que tu n'étais pas au début, ni à la fin du processus. Donc ça, on le balaie parce que pour moi, ce n'est pas pertinent et ce n'est même pas l'objet du débat. Alors, ce qui m'intéresse, c'est sur la politique de Ouattara, en ce qui concerne les investissements, les IDE et les IDN. Alors, est-ce que tu as connaissance de la loi? Écoutez, qui va corriger. Il a dit... En réalité, tu poses la question. Non, j'ignore complètement. Voilà, donc tu